Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 11 avril. Le deuxième jour de la fête de Eid al-Fitr à Gaza, entaché par de nouveaux bains de sang, des dizaines de Palestiniens ont été victimes de bombardements de l'armée de l'occupation sioniste. Au 188e jour de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza, le bilan des victimes s'élève à 33 545 martyrs et plus de 76 000 blessés. L'armée de l'occupation sioniste assassine 3 fils et 4 petits-enfants du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh. Le Hamas dénonce une frappe perfide et lâche. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve un projet de communiqué de presse sur initiative de l'Algérie, du Guyana et de la Slovénie concernant les questions de la famine et de la sécurité des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous. Les forces de l'armée de l'occupation sioniste ont continué de massacrer des civils dans la bande de Gaza. Tout comme au premier jour de Eid al-Fitr, la fête religieuse a été entachée par le bain de sang de dizaines de Palestiniens victimes de bombardements visant plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Le point avec Sohila Kilal. Des ruines de Jabalia dans le nord de Gaza, au camp de réfugiés de Rafah dans le sud. Des enfants jouent, courent, chantent et dansent. Ils profitent de l'Aïd pour s'amuser comme le font tous les enfants musulmans partout dans le monde. Mais eux, ce sont les enfants de Gaza, des enfants qui vivent depuis 6 mois le pire génocide que l'humanité ait connu. Nous sommes dans les décombres, regardez notre maison, mais malgré tout, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de jouer. Lors des fêtes de l'Aïd précédent, la joie des enfants était dans toutes les rues de Gaza. Aujourd'hui, nous vivons dans des camps. Malgré les difficultés et les défis, nous avons décidé de dessiner le sourire sur le visage de chaque enfant. Tous sont unanimes, ce Eid al-Fitr est le plus dur de l'histoire de l'enclave palestinienne. Plongés dans l'horreur depuis le 7 octobre dernier, les Gazaouis essaient tout de même de faire bonne figure. Au milieu des ruines et des bombardements, ils accomplissent la prière de l'Aïd. Se sont souhaités bonne fête, même si le cœur n'y est pas, avant d'aller se recueillir sur les tombes de leurs proches, tués dans les bombardements sionistes. Il a été tué le 11 janvier. En rentrant à la maison, mon fils a été tué. Je suis sa mère. Il n'avait que 20 ans. Sans Aïd au paradis. Cette année, Eid al-Fitr a un goût amer à Gaza. Ce jeudi, qui marque le deuxième jour de la fête, des dizaines de Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés dans les bombardements sionistes intensifs et incessants, notamment sur Nusayrat, Jabalia et Rafah. La veille, c'est-à-dire le premier jour de l'Aïd, les bombardements sionistes ont fait pas moins de 122 martyrs et 56 blessés. Et ce jeudi, à l'extrême sud de la bande de Gaza, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'occupation sioniste dans l'est de la ville de Rafah, notamment à proximité du cimetière oriental. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Abu Youssef al-Najjar. Par ailleurs, 5 martyrs et un certain nombre de blessés ont été signalés à la suite du bombardement par l'occupation sioniste d'un appartement résidentiel et d'une école au nord du camp de Nusayrat, où des chars et des hélicoptères ont également ouvert le feu sur les civils.
Et je vous en parlais en titre au cours des dernières 24 heures. Plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et 45 ont été blessés, faisant grimper le bilan des victimes au 188e jour de cette agression à 33 545 martyrs et plus de 76 000 blessés. Et toujours sur le terrain, les Nations Unies ont annoncé qu'un véhicule de l'UNICEF avait été touché par des tirs de l'armée de l'occupation sioniste alors qu'il attendait d'entrer dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'a notamment écrit sur la plateforme X la porte-parole de l'UNICEF, Tess Ingram, qui se trouvait dans l'un des 3 véhicules du convoi de l'agence onusienne. Et je vous le disais en titre, les 3 fils du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, ont été froidement assassinés hier dans une frappe de l'armée sioniste à Gaza et ont été inhumés ce jeudi. Le leader du mouvement palestinien a également perdu 4 petits-enfants. Le Hamas a réagi, dénonçant une frappe perfide et lâche. Naila et Hamouda. Ici sont enterrés les 3 fils du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Hazm, Amir et Mohamed et 4 de ses petits-enfants sont tombés en martyrs le premier jour de l'Eid al-Fitr. Ils rendaient visite à des proches dans le camp d'Ashati à Gaza lorsqu'une frappe sioniste leur est tombée dessus. Ils ont été tués mercredi par l'armée sioniste qui a confirmé avoir frappé la voiture. Dans un poignant moment de deuil, la population a rendu hommage aux 3 martyrs, rejoignant la douleur de la famille Haniyeh. Leur nom, désormais inscrit dans la triste liste des martyrs tués depuis le 7 octobre dernier. Ce groupe de Moudjahidines martyrs fait partie de ce peuple, une partie de ce peuple qui a sacrifié et offert des martyrs. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique, Hamas, qui s'est sacrifié dès son plus jeune âge et a vécu comme un Moudjahid, a vécu dans la résistance, a combattu les épreuves et a offert des martyrs parmi ses fils et ses petits-enfants. Il offre aujourd'hui une partie de lui-même, ses fils martyrs Hazm, Mohamed et Amir, et un groupe de ses petits-enfants aussi martyrs. Ismail Haniyeh visitait un hôpital de Doha, au Qatar, quand il a appris la triste nouvelle. Il n'y a de pouvoir que celui de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu leur fasse miséricorde, que Dieu leur accorde miséricorde. Nous nous remettrons au travail. Le chef du bureau politique du Hamas soutient que la mort de 3 de ses fils dans une frappe sioniste n'infléchira pas la position du mouvement dans les pourparlers pour une trêve à Gaza où les raids aériens se poursuivent ce 11 avril après 6 mois de génocide. L'ennemi pense pouvoir briser la volonté de notre peuple et pousser les dirigeants à faire des concessions. Il peut rêver. Ce sang versé nous rendra encore plus fermes. Nos exigences sont claires et nous n'y renoncerons pas. Si l'ennemi croit que cibler mes fils au plus fort des négociations et avant que le Hamas ne donne sa réponse poussera le mouvement à changer de position, il se trompe. Les réactions se sont poursuivies suite à l'assassinat par l'occupation des fils et petits-enfants du dirigeant du bureau politique du Hamas. Le chef de la Commission internationale pour la défense des droits du peuple palestinien, Salah Abdel-Hadi, a déclaré qu'avec ce crime, l'entité sioniste complète les chapitres génocidaires. Son objectif est clair, c'est de faire pression sur le bureau politique du Hamas et son chef pour le faire souffrir et se venger. Des personnalités politiques ont également réagi. Ils ont confirmé que cet acte barbare n'affecte pas la décision de la résistance de continuer à affronter l'occupation et à la combattre. Et en Cisjordanie occupée cette fois-ci, des colons sionistes ont renforcé le siège de la ville de Jayous à l'est de Khalkhilia au 5e jour de cette opération dans laquelle un citoyen a été blessé hier soir. Ces colons ont notamment squatté des terres et agressé leurs occupants.
Et je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé ce jeudi un projet de communiqué de presse sur initiative de l'Algérie, du Guyana et de la Slovénie concernant les questions de la famine et de la sécurité des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. Dans le document approuvé par consensus, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur inquiétude suite aux frappes sionistes ayant tué il y a 2 semaines 7 membres de l'ONG World Central Kitchen. Le document appelle par ailleurs au respect total du droit international, du droit humanitaire international et de la législation internationale sur les droits humains, exigeant un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, exprimant d'un autre côté son total soutien à la coordinatrice de l'UNRWA. Et le ministre russe, cette fois des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. Thor Wensland ont appelé lors d'une rencontre hier à Moscou à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ils ont également souligné l'importance d'assurer un accès sûr et sans entrave à toutes les personnes touchées. Les conséquences indirectes de cette agression, le Nicaragua a fermé son ambassade à Berlin après que Managua a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice accusant l'Allemagne de complicité dans les crimes sionistes commis dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. À l'avenir, la mission diplomatique du Nicaragua en Autriche assumera les fonctions officielles de l'ambassade à Berlin. Et face à la barbarie de l'entité sioniste, c'est toute la région qui risque d'imploser, bien que la communauté internationale multiplie les appels à la retenue. L'Iran menace toujours de riposter à la dernière attaque visant son consulat en Syrie. Jusqu'où ira cette escalade? Voici l'éclairage de Safwan Belsabri. Au Moyen-Orient, l'escalade verbale pourrait se transformer en embrasement militaire. La région connaît depuis 6 mois un regain de tension. Suite à l'attaque sioniste sur le consulat iranien à Damas, le guide suprême iranien avait promis que l'entité sioniste recevrait une gifle pour son agression qui avait fait 16 morts. Le leader iranien a réitéré ses menaces à l'occasion de la prière de l'Aïd qu'il a dirigée à la mosquée de Téhéran. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et il le sera. Les bureaux des consulats et des ambassades dans tous les pays qui existent constituent le territoire du pays auquel appartient l'ambassade. Lorsqu'ils ont attaqué notre consulat, cela signifie qu'ils ont attaqué notre territoire. En outre, selon plusieurs médias américains qui citent des sources proches des renseignements américains, une attaque massive iranienne sur l'entité sioniste serait de plus en plus probable. Il s'agirait d'une attaque de frappe de drones ou de missiles, potentiellement tirée dans les prochains jours. Il ne serait plus question de savoir si l'attaque aura lieu, mais quand celle-ci aura lieu. Les révélations américaines, doublées des menaces iraniennes, font planer le spectre d'un retour de la guerre de haute intensité au Moyen-Orient, voire d'un embrasement global. En marge de la visite du Premier ministre japonais aux États-Unis, Joe Biden a rappelé son soutien inébranlable à Tel Aviv. Et à noter que le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a réitéré ce jeudi la condamnation par le Kremlin de l'agression sioniste contre un consulat iranien à Damas qui constitue, selon lui, une violation de tous les principes du droit international. Nous appelons évidemment tous les pays de la région à faire preuve de retenue. Vous savez que nous avons condamné la frappe aérienne contre l'enceinte de l'ambassade iranienne. C'est la violation de tous les principes du droit international. Il est désormais important que chacun fasse preuve de retenue afin de ne pas conduire à une déstabilisation complète de la situation dans la région, qui n'est de toute façon ni stable ni prévisible.
Et dans l'actualité aussi, assistant aux prières de Eid al-Fitr à Johannesburg, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a prononcé un discours dans lequel elle a notamment exhorté la nation et la communauté musulmane à continuer de soutenir les Palestiniens. It is at this point C'est à ce moment-là que le peuple sud-africain, son gouvernement et le Congrès national africain, rejoints par la communauté musulmane d'Afrique du Sud, ont montré au monde qu'il existe des gens qui croient aux valeurs de la justice, de la liberté et de la dignité humaine. and human dignity. Et lors de ce même discours, Naledi Pandor a indiqué qu'il était possible de remodeler plutôt l'ordre mondial à partir du soutien à la Palestine. The leadership of the Muslim community Le leadership de la communauté musulmane et de la société sud-africaine dans son ensemble, en soutenant la juste cause du peuple palestinien, a fait naître l'espoir dans le monde entier qu'il est possible de remodeler l'ordre mondial et de le remodeler pour le bien. shaping it for the good. Dans l'actualité aussi, suspension des activités des partis et associations politiques au Mali. Selon le ministre malien de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, la situation sécuritaire sur le terrain est l'une des raisons de cette suspension. Des ministres de ce mercredi 10 avril 2000. Dans la transition chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décret, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et toujours concernant l'actualité en Afrique, direction le Soudan où la crise alimentaire risque de faire de plus en plus de victimes. C'est le sujet de Kherdin Batash. Le conflit armé qui secoue le Soudan bouclera bientôt sa première année avec un bilan catastrophique, des milliers de morts et de blessés et un peuple oublié. Mais comme une catastrophe, peut-on cacher une autre? La famine qui frappe le pays après l'avoir guetté durant de longues semaines pourrait elle aussi faire un maximum de victimes au sein d'une population épuisée par les affres de la discorde et de la division. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart de la nourriture est composée de lentilles, de riz, de porridge et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo. Dieu merci, il existe désormais une organisation qui fournit des repas, probablement composés de compléments alimentaires, aux enfants de moins de 5 ans. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart de la nourriture est composée de lentilles, de riz, de porridge et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo, des repas. Dieu merci, il existe désormais une organisation qui fournit des repas probablement composés de compléments alimentaires aux enfants de moins de 5 ans. À cause de la guerre, le gouvernement ne subvient pas à nos besoins et nous souffrons maintenant. Avant, nous recevions 3 sacs par acre, mais maintenant, nous n'en avons qu'un. Il y a beaucoup de problèmes en plus de la crise de l'eau. Telle est la situation. Depuis près d'un an, une autre tragédie a frappé le pays, celle des déplacements. On estime à 8,5 millions le nombre de réfugiés ayant fui leur foyer pour s'établir ailleurs. Selon les Nations Unies, environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Lors de la distribution de notre aide, nous classons les États de Khartoum et du Darfour occidental comme les plus touchés et nous leur fournissons du matériel de secours, des médicaments, un soutien psychologique et du travail médical en général, ainsi qu'un travail environnemental, y compris l'enterrement des cadavres. Pendant ce temps, les hostilités se poursuivent. Des drones ont frappé mardi la ville soudanaise de Kadaref, ramenant la guerre dévastatrice du pays à un état agricole calme où près d'un demi-million de personnes déplacées ont trouvé refuge.
Dans l'actualité aussi, le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a présenté sa démission après que son parti a été battu par l'opposition lors des législatives. Une défaite électorale qui place le président Yoon Suk-yeol en mauvaise posture jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est le grand bloc libéral du pays qui comprend le principal parti d'opposition, le Parti démocrate et le parti mineur Reconstruire la Corée, qui a remporté plus de 3/5 des sièges lors des élections parlementaires. Et on termine par du football européen. Retour sur les affiches des quarts de finale allée de la Ligue des Champions disputées hier. Les équipes espagnoles du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid se placent désormais en favorites pour rejoindre le dernier carré. Herdin Batache. PSG, Barcelone, Atlético Madrid, Dortmund, 2 affiches de la phase allée des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Europe qui ont souri aux équipes espagnoles, un football que les observateurs disent pourtant moins flamboyant après des années de domination sans partage. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'a donc pas pu triompher du Barça. Les hommes de Xavi Hernandez ont su canaliser les assauts des Parisiens, pas très inspirés, emmenés par un Kylian Mbappé en deçà de son niveau habituel et qui n'ont eu la maîtrise sur le match que durant 15 petites minutes. Un PSG que les commentateurs ont jugé un brin trop philosophe à l'image des choix tactiques ainsi que ceux des hommes choisis par Luis Enrique pour aborder cette rencontre. Au coup de sifflet final, le tableau d'affichage entérine la victoire des Blaugrana sur le score de 3-2 dans ce qui fut un match à rebondissement. J'ai pensé que le PSG était le grand favori. Ils ont fait du bon travail aujourd'hui, mais nous avons été bons en défense et nous leur avons mis la pression. Donc en général, je suis très content de la façon dont nous avons joué. Je pense que tous les fans de Barcelone peuvent être heureux, car c'est une victoire contre l'une des meilleures équipes du monde. Mais nous ne sommes qu'à mi-chemin et le match retour à Barcelone sera très difficile. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous pouvons renverser la tendance et que nous y arriverons. C'est mon objectif. S'il y a une équipe qui essaye toujours de jouer de la même manière à l'extérieur et à domicile, c'est bien nous. En fait, nous n'avons pas perdu à l'extérieur en championnat cette saison et l'objectif est de poursuivre cette série. Nous avons 6 jours avant ce match. Les buts marqués à l'extérieur ne comptent plus et cela nous aide dans ce cas. Et je pense que cela signifie que tous les quarts de finale sont ouverts. Dans l'autre rencontre, l'Atlético Madrid et son style caractéristique imprimé par El Cholo Diego Simeone s'en est sorti indemne face à Dortmund et a pu remporter la première manche en s'imposant 2-1 après avoir inscrit 2 buts rapidement dans le match. La culture défensive et tactique des Colchoneros lui ont permis par la suite de sauvegarder son avance malgré un but en fin de match de Sébastien Haller. Avec 3 clubs engagés en quart de finale de la compétition reine pour les clubs européens, la Liga met déjà un pied en demi-finale, même si certaines voix diront qu'ils ne sont pas à l'abri d'une remontada. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.